du rififi causé par le nom de Charles Maurras dans la liste des hommes dont il faut se rappeler l'existence, que l'affaire Maurras n'était pas tout à fait close. Tony Kunter, qu'est-ce que cela vous inspire? Ben écoutez, j'étais assez choqué par les polémiques qui ont eu lieu à l'occasion de ces commémorations du 150e anniversaire de la naissance de Charles Maurras, parce que c'est pas tant que, au fond, je peux comprendre qu'une république qui est démocratique, qui prône la laïcité, qui a encore eu même un manifeste contre le nouvel antisémitisme, je peux comprendre que la République, au final, ne veuille pas faire la promotion de Charles Maurras. Mais en même temps, ça reste un personnage fondamental. Qui reste un ennemi de la République. Oui. Donc le combat dure toujours. Le combat dure toujours. Mais la nature, le fond des polémiques m'ont vraiment choqué, notamment la manière dont on s'en est pris à Olivier Dard, qui est un historien émérite, respecté et à respecter. Tout ça parce qu'il avait oublié certaines mentions de la notice des commémorations. Je trouve ça assez choquant. Surtout qu'une historienne comme Annie Lacroix-Ruiz, qui est ouvertement communiste, plus communiste qu'historienne, se permettent d'attaquer. Vous le savez bien, monsieur, que les communistes sont de très grands historiens. Et quand il y a un fait qui les gêne, ils prennent une petite éponge et ils font sur le tableau. Et ils suppriment les gens qui apparaissent sur les photos, ils les gomment. Maintenant, la technique est très très au point. Donc, les communistes sont de grands historiens, nous le savons tous depuis 70 ans. Ça c'est sûr, oui. Particulièrement en France. Alors, votre petite biographie est très intéressante parce que d'abord, elle est très exhaustive. Bon, c'est très très dur de condenser l'œuvre de Charles Maurras en 127 pages. C'était un challenge, dites-moi. C'est une gageure, oui. Mais c'est pour ça que je n'ai pas abordé tous les aspects finalement de Charles Maurras, enfin les grandes lignes, oui. Mais j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu renouvelé. J'ai parlé notamment de Charles Maurras, de sa manière de communiquer. Ce qui est quand même important pour ce personnage qui avait un handicap sensoriel, il était sourd. Oui, absolument, on parle peu de son handicap ou pas assez, parce que je pense que ça a façonné sa façon de voir les choses aussi. Bien évidemment. Et aussi, finalement, il y a eu un dépassement de son handicap au travers du magistère de l'Action française. Absolument. Alors, vous rappelez, c'est la première fois que je le lis en fait, et je ne l'avais pas du tout réalisé, que Maurras est né tout de suite après à la guerre de 70 et qu'il a été extrêmement traumatisé par cette guerre. Oui, tout à fait. La peur du Prussien, le bruit des canons, tout cela a créé chez lui, dès le départ, une crainte vis-à-vis du germain. Et ensuite, ça a généré une germanophobie assez forte, oui. Alors, une conscience surtout des dangers de la guerre, une conscience que la guerre, c'est quand même pas une affaire de petite fille. Non, dès le que départ. La guerre, ça tue, que la guerre, il y a des morts. Je dis ça parce que il est évidemment à rapprocher, ce comportement est à rapprocher de deux autres personnes qui lui ressemblent un peu dans l'expression de leur message. C'est Céline et Brasiliac. Céline qui a fait la guerre de 14, qui en est sorti gazé, et qui, quand il a vu que la guerre de 40 arrivait, s'est quand même arraché quelques cheveux, en se disant « mais c'est pas possible, ça va pas recommencer ». Ça explique aussi en partie le pacifisme, le pacifisme de Maurras, juste avant que se déclenche la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez. Alors, pacifisme ou volonté de voir qui est l'ennemi. Oui, aussi, voilà. Il pensait aussi que l'armée française avait été pas mal affaiblie. Ah bah c'est évident, quand on a un Léon Blum qui dit s'il faut détruire l'armée française, j'en suis... voilà. Mais ce qui est tout de même un cas j'ai envie de dire, un cas de traîtrise particulier, enfin, pas tenté. Quand on est à 10 ans de la guerre, ou à 5 ans de la guerre, je crois, quand il a dit ça, et qu'on dit il faut détruire l'armée française, là, on se demande si Léon Blum
qui était un très grand écrivain, qui était un grand lettré, un type certainement délicieux dans le privé, mais en politique, il était grave. Pardonnez-moi l'expression. Oui, ça c'est sûr. Oui. Et aujourd'hui, c'est saint Léon Blum et vilain Maurras. Oui, on n'a pas sorti Blum des commémorations. Ça ne risque pas. Ça ne risque pas. Alors, je fais ce rapprochement parce que, en fait, cette violence, on va tout de suite dégager le sujet parce qu'on parlera après d'autres choses. Il reproche à Maurras la violence de certains de ses propos, mais je prends le cas de Blum. Quand il dit qu'il faut fusiller, il faut envoyer une balle à Léon Blum dans le dos, est-ce qu'il ne faut pas le mettre sur le dos de ce désespoir qui va atteindre ces trois hommes, parce qu'encore une fois, je les réunis dans le même... bien qu'ils ne soient pas frères de Maurras, qu'ils n'aient pas suivi Maurras toute leur vie, mais est-ce que cette violence n'est pas due à ce désespoir? Plus globalement, je pense que c'est lié aussi à une radicalisation des discours politiques durant les années 30. Oui. Ça s'ancre dans ce schéma-là. Donc après, Maurras a pu revenir là-dessus et dire que s'il y avait eu de la véhémence verbale, il n'y avait pas de souhait de passage à l'acte. C'est ça surtout. Et c'est un type d'action française qui a été assassiné dans la rue, c'est Marius Plateau, et c'est pas un socialiste. Voilà pour planter le décor. Alors, il y a une deuxième chose qui est étonnante donc, dans cette œuvre immense, puisque c'est à la fois l'œuvre d'un journaliste politique, mais aussi d'un littéraire, puisque c'est l'œuvre d'un poète. Vous parlez d'une certaine désuétude à la fin de votre livre. Est-ce que les événements récents ne prouvent pas que finalement Maurras n'est pas si désuet que ça? Je pense qu'il y a une actualité de Charles Maurras. D'ailleurs, il y a un site internet qui s'appelle comme ça et qui travaille là-dessus. Mais je pense que la manière parfois dont certains de ces aficionados, on va dire, des gens qui aiment Maurras, peuvent en parler, le rendent un peu désuet, oui. Voilà, parce que, prendre sa pensée finalement à la lettre et essayer d'être le commentateur idéal, un peu comme a pu le faire Yves Chiron, voilà, c'est pas... Pour moi, non, il faut renouveler un peu la pensée de Maurras. Alors, renouvelons-la, tout à fait d'accord, renouvelons-la, mais moi, ce que je trouve dans cette pensée de Maurras, c'est qu'elle est terriblement actuelle. Alors, si vous voulez... Il y a des éléments actuels, notamment l'avenir de l'intelligence. Je trouve que c'est un livre qui n'a pas pris une ride. Alors, en quoi? Parce que tout est perverti au profit de l'argent. Alors, lui, il parlait de la culture de l'intelligence française, mais globalement... c'est à tous les niveaux aujourd'hui, on vit dans le monde c'est le fric à tout va, et la morale, la conscience politique, les valeurs, il n'y a plus rien. Ça c'est sûr, vous avez raison, bon. Mais vous le dites vous-même, Maurras a une vénération de l'ordre. Pour lui, une société doit vivre dans un certain ordre. Est-ce que cette pensée n'est pas très très actuelle compte tenu des petits désordres quotidiens et annuels que nous sommes en train de vivre? Oui, c'est évident que la société, il y a un chaos intellectuel, il y a un désordre au niveau politique, des dissonances au niveau des différents ministères, etc. Donc c'est sûr que oui, la pensée de Maurras demeure très actuelle. Ça, et le sens de l'ennemi, est-ce qu'un pays peut vivre sans avoir le sens de l'ennemi? Oh, je pense que c'est difficile en effet. Oui. Est-ce qu'un malade peut vivre sans le sens du microbe? Oui, qui va le tuer. C'est évident que ça me paraît compliqué de vivre. Oui. Bon, alors, je pourrais continuer comme ça sur un certain nombre de thèmes. Écoutez, on va donner la parole à M. Turpin pour qu'il nous dise pourquoi est-ce qu'il a éprouvé le besoin de publier, Marc-Laurent Turpin, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de publier ces commentaires de l'œuvre de Maurras? Je dirais qu'il ne s'agit pas d'un envie à proprement parler, mais plus d'une nécessité que de répondre
à une exigence de notre temps. Donc le 150e anniversaire de la naissance de Charles Maurras a été évidemment l'occasion pour nous qui pensons bien de réaffirmer qu'en France, il y a cette nécessité, cette urgence de recouvrer un format de pensée qui fasse sens sur ce qu'est notre culture et ce qui a fait briller justement notre nation, notre peuple à travers l'histoire, et qui fait défaut aujourd'hui puisque nous sommes, comment dirais-je, nous avons été séquestrés, notre pensée a été séquestrée. Donc oui, Maurras en cela reste d'actualité, il est toujours vivant, pour reprendre le terme, le beau titre d'Hilaire de Crémier dans l'article qu'il a commis sur cet ouvrage collectif. Et puis le titre de Yves-Marie Algou, présence de Maurras. Oui, sa présence, donc son esprit, effectivement, doit pouvoir glisser de son époque vers la nôtre, et charge à nous d'en dégager ce qu'il y a de bon qui puisse être utile, parce qu'il n'en demeure pas moins que notre société a perdu son sens et avance sans carte ni boussole. La particularité de Maurras, à l'instar, je dirais, de Paul Valéry ou de Charles Péguy, par exemple, pour ne citer que deux, faisait, comment dirais-je, donner des directions à la pensée, affirmer cette pensée à travers un structuralisme qui nécessitait, qui exigeait de l'ordre. Effectivement, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, notre société a besoin d'ordre dans ce grand chaos, dans ce grand désordre, et sans ordre, donc sans direction, on ne peut pas avancer, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. La pensée actuelle a été séquestrée dans des libertés au pluriel, et a perdu évidemment la quête de ce que doit être la notion de la liberté, la manière dont l'homme doit pouvoir se projeter, se penser au sein d'une société. C'est tout le drame de notre époque que de ne plus avoir de vrais penseurs. Et frère Thierry ? J'ai eu l'idée de ce livre, qui est en fait un collectif, le jour même où le nom de Charles Maurras a été rayé de la liste des gens à faire mémoire. D'ailleurs, il est bon de rappeler que M. Jeannet, qui est membre de ce comité des comméraisons nationales, a protesté, a démissionné, alors qu'il n'est pas de notre famille politique ni idéologique. Il est même, même descendant des familles, de la grande famille Monod, famille qui était les ennemis de Charles Maurras. Qui fait partie de ce que Maurras aurait appelé les États confédérés. Mais passons sur ce petit détail. Il a bien précisé que faire mémoire, c'est se rappeler, ça fait partie de notre histoire. Donc il est significatif que notre époque rejette tout ce qui peut la déranger, et que le vocabulaire a perdu sa signification. Commémorer, c'est pas célébrer. Deuxième chose, l'attitude... Enfin, moi, je vous arrête tout de suite. Célébrer un écrivain ne me gêne en rien. Hein. Oui. On célèbre suffisamment de crétins sur la surface du pays pour pouvoir célébrer un écrivain. Pour moi, un écrivain est un homme à célébrer, parce que c'est quand même un travail, ce sont des mineurs de fond. Alors, ce sont des gens qui sont attachés à leur table avec un crayon et qui passent leur vie et qui, la plupart du temps, donnent leur vie pour transmettre un message. L'objectif, c'est d'occulter le personnage et sa pensée. Oui. Et on peut penser à l'attitude de la maire de Paris vis-à-vis de Michel Déon. Après, elle a reculé. C'est le même schéma de pensée. Ces gens n'existent pas. Absolument. Alors moi-même, je ne suis pas maurassien, mais mes maîtres l'étaient. Et j'étais nourri un peu par des gens qui ont connu Maurras. Entre autres, dont Guillou, que vous avez entendu parler, qui est mort. Et qu'est-ce qui pouvait me séduire chez Maurras? C'est l'homme de lettres. C'est l'héritier de la culture gréco-latine. Alors ça aussi, c'est un handicap aujourd'hui pour bien saisir la pensée maurassienne. Beaucoup d'ilotes vont hurler « Vive le roi, vive Maurras », mais ils seraient incapables de comprendre vraiment, parce qu'ils n'ont plus cette culture. On ne leur a plus donné. Oui, mais ça c'est un grave problème. Quant à Maurras lui-même,
il fait partie d'une époque très typée. Il aurait pu être une sorte de Barrès. D'ailleurs, à un moment, ils étaient très proches. Oui. L'amour de la terre, de l'histoire. Les traditions. Il était républicain. Oui. Il est venu à la monarchie uniquement par un raisonnement de type rationnel. Oui. Et c'est l'héritage d'Auguste Comte. Oui. On peut être monarchiste d'une autre manière. Il est arrivé par un raisonnement de type purement logique. Et certaines de ses intuitions, par exemple sur le régionalisme, où il montre bien qu'une république ne peut pas décentraliser, elle peut déconcentrer le pouvoir. Alors ces idées ont été reprises par... C'est incroyable, il annonce la décentralisation. Oui, en fait. Mais c'est Charles de Gaulle qui a repris l'idée. Très inouï. De Gaulle a beaucoup lu, de Gaulle a dédicacé une de ses œuvres au maître de Martigues. Et là aussi, l'œuvre de Maurras a marqué toute une génération, même plusieurs générations, en gros jusqu'aux années 70. Donc je revenais que Maurras est positiviste. Il ne trouvera la lumière de la foi qu'à la fin de sa vie. Alors, on s'arrête sur ce sujet. Tony Hunter pensera que lui, qu'il ne fallait pas en faire un catholique. Oui, il y a des débats par rapport oui, c'est très intéressant. Au témoignage. Ouais, pour moi, ça ne fait aucun doute que Maurras a connu une éclipse de la foi, c'est évident, mais que, vous savez, une mère, quand une mère éduque son fils jusqu'à l'âge de 12 ans dans la religion chrétienne, et que le fils, après, vit dans la chambre de sa mère, la mère est morte, et quand on a vu dans cette chambre, à Martigues, dans cette maison merveilleuse, que je conseille aux auditeurs d'aller voir, s'ils passent par Martigues, les chemins du paradis, cette chambre qui n'a pas changé, il y a les 3 livres de messe et les crucifix de sa mère. Et puis, cette façon de mourir en disant « Mon Seigneur, endormez-moi dans les bras de l'espérance et de l'amour », pour moi, ça ne fait pas un pic. Mais... D'ailleurs, sa mère l'avait prédit qu'il mourrait en chrétien. Oui, et lui avait dit « Tu feras comme moi, oui. Tu feras comme moi », parce que quand elle est tombée malade, elle a demandé un prêtre, et elle s'est tournée vers son fils en disant « Tu feras comme moi, mon fils ». Mais bon, vous n'êtes pas une mère de famille, donc vous avez une autre expérience. Allez-y. Non, je pense que ça a été pendant longtemps un catholique du Porche. Après, comme il le disait lui-même, après, au final, il a dû se convertir. Mais bon, je considère Maurras comme un objet d'étude, donc je retranscris juste certains témoignages qui mettent en cause... D'accord. Mais si vous voulez, quand on étudie un écrivain, il y a la logique de son œuvre, il y a la structure de son œuvre, mais il y a aussi la logique intérieure de son âme. Et ça, c'est très important. Il faut savoir... toucher du doigt, approcher en tout cas, puisque en fait l'âme c'est comme une aile de papillon, on ne peut pas la toucher, il faut savoir ce qui guide cette âme. Et en réalité, Maurras n'envisage pas la civilisation occidentale sans christianisme. Oui, c'est la fameuse église de l'ordre aussi. Voilà, l'église de l'ordre. Il l'évoque souvent. Mais j'ai essayé de m'approcher de l'âme de Maurras, mais davantage, comme j'étais en histoire contemporaine, en essayant... J'avais la chance d'avoir des personnes encore vivantes qui avaient connu Maurras, et je les ai rencontrées. Ça donnait lieu à une série d'entretiens. Qui vous avez rencontré ? À l'époque, j'avais rencontré Pierre Pugeot, qui est décédé, Gilbert Comte, qui est décédé aussi, voilà. Nicole Maurras, Hilaire de Crémier, Michel Fromentouf, et Yves-Marie Algou, non ? Non. Non, vous l'avez pas rencontré. Et il était déjà très âgé, j'avais eu des contacts avec lui par écrit, mais c'est tout. Parce que, je le signale aux auditeurs, ceux qui seraient intéressés justement par l'âme de Maurras, il y a de très très beaux livres d'Yves-Marie Algou sur Maurras, qui sont publiés aux éditions de Chiré.
Alors, nous avons vu cette nostalgie de l'ordre. Peut-être abordons-nous maintenant une autre prévision, j'ai envie de dire, de Maurras, qui sont les conséquences de l'oukase de l'égalité. Nous devons être égaux, nous sommes égaux. Alors, c'est vrai, nous sommes égaux devant Dieu, mais sur Terre, je ne crois pas que nous soyons tout à fait égaux. Les méfaits de ce mantra égalitaire, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aujourd'hui très d'actualité? Quand toute une génération veut le bac, quand toute une génération veut la licence, quand toute une génération va bientôt demander l'agrégation, et que c'est le foutoir dans les universités, c'est le foutoir dans les lycées, est-ce que vous ne voyez pas là une prévision assez exacte des dérives égalitaires? Oui, tout à fait. Maurras parle des inégalités naturelles et on les retrouve, c'est quelque chose, c'est une évidence. Voilà, on ne naît pas libre et égaux. Alors peut-être libre et égaux en droit, mais comme le droit est très malmené de nos jours, au final, eh bien, ça cantonne finalement toute une partie de la population à croire qu'elle va pouvoir s'en sortir, mais au final, elle se retrouve la tête sous l'eau. Voilà. Est-ce que qu'est-ce qui va dans ce sens dans vos commentaires, frère Thierry, dans les commentaires que vous avez tous lus, qu'est-ce qui se dégage de ces commentaires? Les réflexions de Maurras sur ce problème particulier recoupent ses réflexions sur le mal intrinsèque qu'est la démocratie. De la démocratie, bien sûr. La démocratie, c'est le mal, la démocratie, c'est la mort. Oui, il reprend en gros les réflexions de Renan. Oui. Disons du Renan devenu à la fin de sa vie réactionnaire. Voilà, très vrai. Il se moque de ce qu'on appelle le bonheur démocratique. Ça, et alors, il y a une citation que j'aime beaucoup et que je voudrais vous donner. Le peu que j'ai pu y comprendre nous apporte une évidence claire. Nous sommes des nous bien plus que des moi. Ce nous font une chaîne très longue mais très serrée. Et c'est en nous efforçant de la concevoir que nous avons chance de reconnaître notre nature et pouvons la saisir dans ce qu'elle a de simple et de sûr. La nation est d'abord un héritage, mais le mot doit disparaître, source d'inégalité. Il est axé au maximum. Voilà, cette longue tirade sur le nous est extraordinaire. Mais en réalité, l'ennemi de Maurras, c'est le mal contemporain, c'est l'individualisme. Oui, et le romantisme. Oui. Alors, oui, le romantisme comme conséquence de l'individualisme. D'ailleurs, sur ce thème-là, un de ses disciples, ou de ses compagnons de route, Maritain, dans les Trois réformateurs, reprendra ses intuitions maurassiennes pour critiquer Rousseau et Descartes. Oui, on a l'impression que l'individualisme, pour ne pas dire le nombrilisme, qui devient maintenant le narcissisme, on est en pleine période de narcisse à tout craint. Oui, Maurras, c'est vraiment, il a dénoncé cet ultra-individualisme à son époque. Et donc, c'est un point important pour lui. Ça. Et ça, finalement, ça l'ancre aussi dans une dynamique contre-révolutionnaire, vous voyez, par rapport à des penseurs comme Louis de Bonald ou Joseph de Maistre. Alors, c'est le moment de parler de vos travaux antérieurs. Vous avez fait une thèse sur les Maurras et la contre-révolution. Oui, je me suis intéressé à la généalogie de la pensée de Maurras par rapport à... Alors, pour nos auditeurs, dites-nous ce que c'est que la contre-révolution. Pourquoi il aurait fallu une contre-révolution? C'était pas le bonheur parfait, la révolution? Non, c'était pas le bonheur parfait. Pour certains penseurs, en tout cas, c'était plutôt le désordre, l'anarchie, et ce sera pour Maurras aussi les conséquences de son analyse de la réforme de la réforme, et ça va conduire au romantisme. Voilà. Oui. C'est la triade des trois R, réforme, révolution, romantisme.
C'est une idée que l'on peut absolument pas dire d'ailleurs, que l'influence de la réforme sur la révolution, c'est une idée qui est totalement occultée, on n'en parle pas. Maurras insiste beaucoup sur la filiation entre le protestantisme, l'esprit libéral et après le romantisme. Oui, oui, absolument. Mais c'est une idée complètement occultée, c'est pas question d'en parler. Il y a eu un historien qui a repris cette idée, un philosophe tchèque, Jan Patočka, Oui. dans ses essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, qui a évoqué le fait que à partir de la Réforme et de la Renaissance et de la Réforme, on passe d'une praxis de l'âme à une praxis de la voix. Et finalement, la révolution de l'avoir. Ah, de l'avoir. De l'avoir. Oui, okay, oui. Et finalement, voilà, la révolution, c'est ça, hein, c'est vraiment la praxis de l'avoir. Oui, oui, absolument. Autre problème, le problème de la transmission, du respect du passé, du respect de l'héritage, du respect de nos ancêtres. Est-ce qu'on n'est pas là, toujours, en 2018, dans le slogan « Du passé, faisons table rase » ? Ah ben, c'est évident quand on voit le mouvement En Marche qui vient de nulle part et Emmanuel Macron qui est élu président de la République. Et qui marche, on ne sait vers où. Voilà, oui. Mais Emmanuel Macron qui est élu président de la République un peu comme ça, on ne sait trop comment. Et puis finalement, toute l'histoire avant, tous les vieux partis, c'est fini. Voilà, oui. C'est vraiment ça. C'est un leurre en même temps. C'est un leurre parce que il y a une tradition, il y a des éléments qui perdurent finalement. Et oui, voilà. Il y a quand même quelques philosophes qui s'expriment. Il y a un philosophe qui s'appelle Lipovetsky qui vient d'écrire un grand papier dans lequel j'ai saisi cette phrase tout à fait claire et très lucide. Quand le ciel et la terre ne sont plus présents dans la vie d'un homme, il se jette dans l'avenir, c'est-à-dire dans le néant. Parce que l'avenir, c'est quelque chose qui n'existe pas. J'ai trouvé que ça représentait assez bien notre état d'esprit. Oui. On pourrait aussi prendre le thème d'une autre manière. Je pense qu'on ne se jette pas forcément dans l'avenir, on se projette dans l'avenir, faute d'en voir vraiment l'horizon. Je pense que notre époque aujourd'hui ne nous demande pas de nous projeter dans l'avenir, mais plutôt de nous rendre disponibles au flot qui nous porte et qui doit nous conduire vers cet avenir. Et la condition pour y parvenir, c'est d'être capable aussi de récapituler notre histoire. Donc, par là même, d'avoir un sentiment accru, profond de ce qu'est la mémoire et l'histoire de notre humanité, l'histoire de notre peuple et ce qui s'est déversé à l'intérieur des mémoires. Et je pense que Charles Maurras était de ces hommes qui avaient un sentiment, nous parliez de l'âme tout à l'heure, il avait ce sentiment profond en tant qu'intellectuel, en tant que personne ayant la maîtrise de son encrier de tête. Il avait ce sentiment profond de devoir récupérer de manière consciente tout ce qui s'est déversé dans la conscience collective provenant de notre histoire dans une perspective de relance. Et il était un écrou. Cette époque était une époque charnière. On le voit bien, puisque dès les années 70, il y a une espèce de rupture, il y a une volonté affirmée des intellectuels, et bon, pour la plupart évidemment de gauche, de vouloir rompre avec cette tradition, cette transmission, cette connexion à la mémoire et aux sources, pour essayer d'inventer quelque chose qui viendrait de nulle part et qui nous conduirait vers le néant. Cette transmission-là, cette nécessité, qui est une obligation même du temps, quelque part doit certainement doit nourrir un sentiment de peur. Notre époque a peur. Elle a peur de récapituler son histoire
Elle a donc peur de se relancer dans quelque chose. Et du coup, on ne veut pas récapituler. Parce que la récapitulation nécessite de marquer un stop. Marquer un stop, on doit stopper en fait ce processus dans lequel nous nous sommes fourvoyés, qui est toujours, qui s'appuie systématiquement sur du faire, de l'accumulation, de la richesse matérielle, au détriment évidemment de la pensée. On a peur de cette pensée, on a peur de récapituler notre pensée, donc du coup on a peur de notre avenir, parce que l'avenir ne nous apparaît pas clair. Et surtout il y a une absence de projet collectif, voilà, ça va dans le sens de ce que vous dites, je pense. Le projet collectif, il n'y a plus de nous, puisqu'il y a une succession de petites communautés, les unes à côté des autres, qui se bouffent le nez et qui, chacune réclamant des droits, va abîmer les droits de celui qui est à côté. Donc la situation devient invivable. Il y a vraiment une difficulté à vivre ensemble qui est effrayante. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est, reprenons les images de Maurras pour dire aux gens qui n'auraient jamais lu pourquoi est-ce que Maurras reste cet homme tout à fait étonnant, ce poète en réalité, avec ce très beau texte qui s'appelle « Sans la muraille des cyprès ». Qui est-ce qui voudrait parler de cette muraille de cyprès? Peut-être j'ai planté le décor. Dans cette très jolie maison du XVIIIe siècle, donc qui appartient à sa famille, qui est sur le bas de la colline et qui domine Martigues, et qui est actuellement au-dessus du terrain de sport de la ville de Martigues, il y avait des cyprès bicentenaires. Ils sont depuis peu propriétaires de la maison à la suite d'un héritage, et le jeune Maurras, qui a 16-17 ans, comme tous les petits garçons qui veulent dire « je suis chez moi, je commande », décide d'abattre les cyprès qui faisaient évidemment la grande beauté de cette propriété, mais pas seulement. Il protégeait le jardin des ardeurs du soleil et des vents qui descendaient en rafale sur ce jardin. Et de cette expérience, il en a conçu une théorie extraordinaire selon laquelle, eh bien, sans protection, aucun petit homme ne peut naître et rien ne peut prospérer. Ça, je trouve que c'est une idée magique, surtout aujourd'hui. Oui, c'est une belle métaphore, hein. Ça c'est clair. Quel rapport avec l'actualité pour vous, Marc-Laurent Turpin? Écoutez, abattre des arbres a quand même une valeur symbolique, une force symbolique tout à fait évidente. S'attaquer à l'arbre, c'est s'attaquer au père, le père protecteur. Et donc se mettre à nu, effectivement, au milieu d'un jardin qui bénéficiait de cette protection, c'est aussi prendre en charge le rôle du père, devenir ce protecteur et peut-être s'affirmer en tant qu'homme dans un jardin exposé à tous les vents, donc d'affirmer une nouvelle pensée, d'imposer cette pensée et de montrer, d'en faire la démonstration, de dire voilà, il nous faut devenir des combattants, on ne peut plus simplement bénéficier d'une protection quasi éternelle. Non, 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 nous sommes en guerre, une guerre de l'esprit, une guerre des pensées, et il nous faut donc nous affirmer individuellement dans ce combat tout à chacun. Et ça rejoint un peu sa notion du nous. Le nous chez Maurras, c'est lorsqu'il utilise le nous, selon moi, il pointe du doigt chaque individu dans son génie qui lui est propre et dans son assemblage, dans cet assemblage que nous pouvons faire des génies individuels pour justement faire rayonner quelque chose qui serait de l'ordre de l'âme d'un pays, justement. Vous avez raison de dire ça, parce qu'on dit beaucoup oh, Maurras, c'est vraiment un type agressif, insupportable, invivable. En réalité, c'est lui qui parle du nous, ce qui est quand même totalement, complètement oublié. Alors bien sûr, il a crié contre un certain nombre de groupes, mais qui, eux, ne voulaient pas de nous. Oui, mais c'est l'esprit classique. Mais eux, ils avaient le droit. C'est l'esprit classique. Hein. Vous trouvez ça chez Jules Lemaître. Oui. Et tous les gens qui étaient formés
aux lettres grecques et latines avait instinctivement le rejet du jeu. Mais vous avez ça aussi bien. Est taillissable. Mais oui, ça c'est Pascal, mais vous avez ça chez Horace dans tous les arts littéraires, Malherbe, Boileau, ils reprennent les mêmes idées. Et le roi dit nous voulons. Il dit jamais de jeu. Et finalement, cette affaire de Cyprès, ça reprend aussi la parabole de l'arbre un petit peu d'Hippolyte Taine. Allez-y, racontez-nous. Et bien, c'est-à-dire que Maurras était allé rencontrer Hippolyte Taine. Oui. Et donc, Hippolyte Taine avait fait une comparaison entre la société et un arbre en disant que... Oui. Allez-y. Oui. Racontez. En disant que l'arbre sans ses racines, il n'y aurait plus de feuilles. Voilà. Bien sûr. Voilà cette citation des Cyprès. Ainsi, vous rendrez-vous un compte clair du principe qui, dans l'ordre des temps, passe avant tous les autres, celui de la défense et de la protection, le principe du rempart, le théorème du cyprès, le plus humain de tous, puisque tout homme doit être d'abord défendu et par conséquent gouverné. Ouvrez les guillemets, politique d'abord. Rien n'est plus nécessaire au champ et à celui qui le travaille, à la maison et à celui qui l'habite, que le lointain rempart qui doit les protéger. Rien n'est plus important que de maintenir ce rempart en bon état, bien garni de guerriers et de munitions, lui-même posé, défendu et éclairé par une politique vigilante. Qui n'y prend pas garde livre tout, immeuble, meuble, et se condamne soi-même aux plus douloureuses des migrations. Bon, Maurras décrit là la situation d'un certain nombre de Français de souche, la situation d'un certain nombre de Juifs qui sont obligés de quitter la banlieue parce que le terrain est occupé par d'autres populations. Quand on apprend que les identitaires sont obligés de monter sur un col pour arrêter l'arrivée des migrants, parce que le gouvernement ne le fait pas, on se dit « Maurras, toujours présent ». Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis sidérée de... Moi, je ne suis pas une maurassienne, je suis bien loin d'avoir lu tout Maurras, donc je prétends vraiment pas tout connaître, mais il se trouve que Maurras me parle. À chaque fois que je lis quelque chose de lui, j'y vois un éclairage de mon bel aujourd'hui, qui n'est quand même pas toujours si beau que ça. Maurras toujours présent, c'est un livre de Jean Madiran. Oui, c'est bien sûr. Voilà, oui. Ainsi que le Pius Maurras. Oui. Pius Maurras. Oui. On a beaucoup reproché à Maurras cette expression, le politique d'abord, qui a été mal comprise et qui a servi entre autres, avec d'autres extraits trafiqués de son œuvre, à la grande manipulation qui aboutit à la condamnation par Pie XI. Alors on va y venir, il faut peut-être présenter... Le politique d'abord, oui. C'est le refus des chimères. Oui. Et on voit très bien l'opposition entre Maurras et Marc Sagnier. Oui. Alors que si on prend aujourd'hui les textes de Marc Sagnier ou de Meunier, mais on ferait dresser les cheveux sur la tête de tous nos gens de gauche. Oui. Ils étaient très semblables au départ. Alors qu'est-ce qui se passe justement? Maurras a une aura assez extraordinaire. Lire l'Action française, c'était, au dire des intellectuels du temps, faire une cure d'altitude mentale, excusez du peu. Il y a très peu de journaux dont on peut dire que c'est... Et quel que soit le bord politique. Et quel que soit le bord politique. Et voilà que le pape, sous la pression, j'imagine, de beaucoup de gens, condamne Charles Maurras. Qu'est-ce qui s'est passé et qui veut nous raconter ça? Très brièvement. D'abord, c'est parti d'un avocat belge qui a fait un pamphlet contre Maurras, sans doute pour souder les Belges, qui est un État très récent, souder les catholiques contre un ennemi commun, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que l'Église de France a toujours été tiraillée entre ce qu'on a pu appeler les gallicans ou les libéraux et les ultramontains. C'est-à-dire ceux qui habitaient de l'autre côté des monts, c'est-à-dire les Romains, c'est-à-dire ceux qui étaient proches du Vatican. Et ce qui explique aussi que Maurras, bien qu'on
on le prétend agnostique et qu'il l'était à une période de sa vie, a pu s'entourer de nombreux représentants du catholicisme, disons, intégral. On peut penser par exemple à Dombès, moine de Solesmes, qui était après prieur de Légugé, qui tenait à l'Action française la chaire du syllabus. Et Maurras a fait rééditer le syllabus. Alors, le syllabus, c'est la condamnation par Pie IX de toutes les erreurs modernes, et le syllabus lui-même est une reprise de certains textes synodaux du cardinal Pie. Donc c'est tout à fait les grands maîtres, disons, de la... J'invite les auditeurs à regarder ce que c'est que ce syllabus, parce que c'est quand même un texte assez étonnant qui représente l'Église telle qu'elle était, je dirais, avant-guerre et jusqu'à 68, tout simplement. Oui. Et tout ça a été donc, balayé par le modernisme. Ce qui explique que Maurras a pu s'entourer ou avoir pour compagnon de route beaucoup de thomistes, alors que la démarche d'Auguste Comte et de saint Thomas sont très différentes. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails philosophiques. Oui, non, dans ces détails philosophiques qui nous échappent. Alors, les conséquences de la condamnation oui. ont été dramatiques. Ça a été en dehors de la répression cléricale. On a privé les gens de sacrement, on les a... Tous ceux qui lisaient, là, il faut que vous imaginez... Non, lecteurs habituels. On pouvait lire une fois de temps à autre, ça c'est très... Tous les abonnés au, au journal ont été privés de sacrement. Privés de sacrement. Ça a été un déchirement pour de nombreuses familles. Ça a été un déchirement pour de nombreuses familles. Et la répression pour le clergé était terrible. Solesmes a eu des ennuis. Il y a un de ses moines qui a payé, qui a été en exil toute sa vie. Et ça a permis aux démocrates chrétiens ou crétins, comme on veut, disciples de l'abbé Lemire, le syndicat de prêtres. Alors ce qu'il faut voir, c'est au début du milieu du 19e siècle, et des syndicats de prêtres, avec l'esprit de Lemire, l'esprit de la démocratie évangélique, enfin tout ce qu'on veut. Je ne savais pas qu'il y avait eu des syndicats de Mais prêtres. si, l'abbé Lemire, regardez. Non. Et c'est, à la limite, quand on lit ces gens-là, on voit ce qui se passe aujourd'hui dans certains lieux. Oui. Donc c'était peut-être un des derniers combats. Mais ça a été extrêmement lourd de conséquences. Parce oui, que, professeur, ça a entaché professeur de séminaire. Cette œuvre de tous les péchés de la terre, ce qu'elle ne méritait pas. Disons, ça a pu permettre que toutes les postes de responsabilité, du moins dans l'Église de France, bon, le cardinal Cabri a résisté, Monseigneur Marty, il y a eu quelques évêques qui ont résisté, oui. Monseigneur Cholet, mais la plupart se sont couchés. Oui. Et épuration, les postes dans les séminaires ont été donnés à des démocrates chrétiens, oui. Donc l'esprit sioniste. Après, ça va donner la Joque et compagnie. L'esprit sioniste. Oui, du Sion, de Marc Sagnier. Je précise, parce que vous savez, tous nos auditeurs, et comme moi-même, nous n'avons pas tous votre science, frère Thierry. Très limité, vous savez. Je veux préciser. Donc, les conséquences ont été terribles. Et, bon, Pie XII... Et cette condamnation a été levée. Oui, par Pie XII, oui. Avec une rétractation, disons, courtoise. Disons, les rédacteurs de l'Action française ont regretté de s'être emportés un peu violemment, d'avoir poussé la polémique un peu trop loin, mais aucun mea culpa sur le fond de ce qui leur a été reproché. Non. Et qui a dit à Maurras qu'il avait été un beau défenseur de la foi? C'est Pie X. Pie X a une obsession, c'est défendre la cité catholique. Disons, l'obsession de son pontificat, c'est tout restaurer dans le Christ. Il n'a pas une vision vraiment politique dans le sens que pouvait l'avoir c'est le slogan de l'œuvre de Jean Housset, grand maurassien, qui a créé une œuvre qui s'appelle La Cité catholique, dont le slogan était tout restaurer dans le Christ. Mais c'est la devise du pape Pie X. C'était pas un politique dans le sens que pouvait l'être un Pie XI ou celui qui occupe le siège à l'heure actuelle à Rome. Pourquoi s'est-il opposé au Sion? À cause de l'aspect chimérique
Pie XI, qu'est-ce qu'il veut, lui? L'action catholique. Donc le tout catholique. Vous aviez même des clubs de foot catholiques, ainsi de suite. Donc l'action française, c'était au fond une concurrence, surtout sur la jeunesse. Et on voit très bien que le résultat de cette pastorale, c'était un immense échec. Et par l'oubli de la distinction du spirituel et du temporel. Voilà. Que respectait très bien Maurras. Et on voit les conséquences aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Et peut-être, donc ça c'est l'interprétation d'Hilaire de Crémier, de ces contes, disons, oui, qui sont quand même, qui peuvent poser question à une conscience chrétienne. Certaines phrases qui peuvent être paraître blasphématoires, mais on peut l'expliquer aussi par le désespoir qu'a pu connaître Maurras en voyant que tout ce qu'il pouvait entreprendre était vain et mené à l'échec. C'est là où la foi elle lui a cruellement manqué, parce que s'il avait eu la foi, il saurait que, rien ne se fait dans la providence, et deux, c'est que c'est Dieu qui décide et c'est pas l'homme. Donc, comme Jeanne d'Arc dit, combattons et Dieu donnera la victoire. C'est dans ces moments-là. L'action politique, si elle n'est pas, mais d'ailleurs, ça me rappelle, elle n'est pas dépassée par la prière, elle est effroyablement désespérante. Puisque, ça me rappelle les guerres s'accumulent. La figure de Don Gérard, qui était marquée profondément par Maurras. Et certainement dans ça a dû contribuer, oui, à sa personnalité. Vous faites bien de le dire, frère Thierry. Il y aura prochainement une émission sur Don Gérard, dont la vie vient d'être écrite par Yves Chiron, publiée aux éditions du Barou. Don Gérard, pour ceux qui ne le sauraient pas, est ce père abbé qui a bénédictin, qui a quitté son abbaye mère parce qu'elle était un petit peu trop... il était missionnaire au Brésil, quand il revient, il voit n'importe quoi, il devient ermite. Il est devenu ermite, et comme tous les ermites, parce que c'est un scénario qui se reproduit plusieurs fois, l'ermite attire un certain nombre d'hommes, et il va fonder l'abbaye du Barou, et cette abbaye qui va s'orienter autour du rite extraordinaire, et qui a connu cet extraordinaire succès que nous connaissons. Allez aussi visiter l'abbaye du Barou et vous en serez extrêmement heureux. C'est là où on voit que finalement la fécondité de l'œuvre de Maurras a joué énormément. Beaucoup de nos contemporains ont été imprégnés de cette pensée. C'est Jacques Prévotat, oui, qui a développé cette notion d'imprégnation maurassienne. Il faut dire qu'il n'y avait pas eu forcément une adhésion aux idées de Maurras, mais que quand même les gens récupèrent toujours une partie, leur Maurras à eux, un peu, vous voyez. Oui, mais vous savez j'ai étudié un certain nombre d'écrivains dans le détail, et je me suis rendu compte que dans les associations d'amis d'écrivains, vous avez des gens de tous les bords, de toutes les religions. Et ce qui fait un grand écrivain, c'est qu'il réunit des personnalités extrêmement différentes. Il les fédère, même. Vous voyez, il les fédère. Vous voyez, et que à l'intérieur de ces cercles d'amis, en dehors des crétins, parce qu'il y en a quand même toujours partout, il y a des crétins, par exemple, qui veulent que Peggy soit uniquement à gauche. Vous voyez, ça c'est le type du crétin parfait. Je ne dirais pas de quelle religion il est, parce que je veux rester courtoise, mais j'ai eu à affronter cela. Hein, le crétin qui ne prie jamais la Vierge et qui dit non, Peggy est entièrement de gauche. Mais c'est très rare, les réunions d'écrivains. Donc le grand écrivain, c'est celui qui réunit des gens qui viennent de bords très différents. Et en cela, aucun homme politique actuel, à la vue basse, ne pourra empêcher la fécondité d'une œuvre comme celle de Maurras. Oui, c'est sûr qu'il y a eu des gens de tous horizons qui sont vraiment intéressés à l'œuvre de Maurras. Ça a généré même des mouvements, comme je pense à la nouvelle action royaliste, des mouvements
plus à gauche finalement. Enfin, voilà, il y a une galaxie maurassienne, hein, une néo-maurassienne. Ouais. Alors maintenant, à la fin de cette émission, il faudrait peut-être aborder l'effroyable injustice qui lui a été faite à la fin de sa vie, c'est-à-dire cette condamnation. Qu'est-ce qui lui pour intelligence avec l'ennemi. Pour intelligence avec l'ennemi, alors que s'il ne manquait pas d'intelligence, il manquait assez de contact avec l'ennemi, si l'on peut dire. Oui, ça a été l'un des premiers dans les années 20 à s'opposer clairement au national-socialisme, à dénoncer les dangers du national-socialisme. Et pourquoi soutient-il le maréchal Pétain? Il soutient le maréchal Pétain parce que pour lui, c'est justement, on revient à cette notion de nous, de conscience de la patrie. Collective. On ne peut pas diviser la patrie. Voilà, on ne peut pas diviser la patrie, oui, tout à fait. Et moi, ce que je trouve intéressant, au moment du procès, il y a un reportage de l'INA où finalement, on dit ce qu'on lui reproche. Au fond, le journaliste dit Charles Maurras est jugé parce que c'est un homme qui préférait aux hommes les idées. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Et c'est complètement faux. Complètement faux, non? C'est complètement faux. Disons, il y a un paradoxe de l'accuser avec intelligence et l'ennemi, alors qu'il était viscéralement anti-germain, parce que amoureux de la Grèce et de Rome. Par contre, ce qu'on lui a reproché sur le plan factuel, c'est certains articles très violents. Contre la démocratie. Ça, d'une part, et ensuite pendant l'occupation. Oui. Même s'il a fait cesser, changer le journal de siège. Mais frère Thierry, Schumann à Londres balance des horreurs à Radio Londres, hein, ça ne gêne personne. Il y a tellement d'horreurs que le texte intégral des allocutions radiophoniques de Schumann n'est pas publié. On en publie une version expurgée. Donc moi, quand on m'aura publié le texte intégral, on pourra discuter. Avant, je n'aborde pas ce sujet. Mais c'est quand même une monstruosité de la part de la République française que de prendre un vieillard et de le laisser crever en prison et de lui interdire. Il est assigné à résidence, mais il n'est pas assigné à résidence chez lui à Martigues. Il va mourir à Saint-Symphorien-les-Tours, dans un hôpital d'ailleurs, puisqu'il... Il y a une grâce médicale. Il y a une grâce médicale, oui, il serait temps, mais il est quand même resté combien de temps en prison? 7 ans? Quelque chose comme ça. 7 ans, oui. Pour un homme qui n'a pas de sang sur les mains, encore une fois, qui est à Lyon, qui a continué à publier son journal sans jamais, bien évidemment, soutenir aucun des ennemis de la France. Marc-Laurent Turpin, qu'est-ce que vous pensez de cette arrestation et de ces procès de la résistance, et de ces procès de la libération? Je pense que qui ne gueule pas la vérité lorsqu'il connaît la vérité se fait le menteur, le complice des menteurs et des faussaires, disait toujours Charles Péguy, n'est-ce pas? Voilà, quand on est un aigle comme Maurras, on vole au-dessus de la mêlée. Et c'est peut-être aussi quelque part un procès politique qui préparait déjà un nouveau format de pensée. Maurras clôture une époque, une période. Il ne l'a probablement pas perçu comme tel. Lui, il était vraiment probablement dans sa logique vraiment personnelle. Il était fidèle à sa pensée et il était justement, non pas en direct au service des hommes, mais plus au service de la pensée. Et on était en rupture avec ce service de la pensée, parce qu'on était en rupture avec notre source, avec notre nation, avec ce qui est le liant de notre peuple. Parce que déjà, le projet de transformer notre société était engagé, et plus qu'engagé. Et il fallait donc évacuer aussi les maîtres de la pensée, les aigles. Donc voilà, on fait un procès politique pour évacuer les perles, les joyaux. Et ça continue aujourd'hui. Et ce qui est amusant de constater, que certains de ces juges, eux, ont prononcé des condamnations très lourdes, et ils étaient collaborateurs. Et ils étaient rouges. Non, mais collaborateurs. Collaborateurs. La collaboration a été un fait de gauche, de toute façon, en partie. Et, comment on pourrait dire qu'à Londres, il y a eu des Maurassiens? Oui.
Estienne d'Or, Colonel Rémy et bien d'autres. Hein. Les Maurassiens ont été de tous les côtés, c'est évident. Oui, il y a eu beaucoup de royalistes dans la Résistance. Il y a un ouvrage de François Marin-Fleutot qui en parle. Et Griotret avant. Vous n'étiez pas Alain. Ah, d'accord. Alain Griotret. Non, cette fin de cet écrivain, je trouve que c'est une fin carrément sacrificielle, en réalité. Je trouve qu'elle a une valeur étonnante, cette fin. Qu'est-ce que vous en pensez, frère Thierry? Il retrouve la vision, il entend une voix. J'entends quelqu'un venir. Voilà. J'entends quelqu'un venir, oui. Je rappelle que nous avons traité la biographie de Tony Kunter, Maurras, Qui suis-je, publiée chez Pardès, pour la modique somme de 12 € et juste 123 pages, donc c'est avec beaucoup de très belles illustrations. Et nous avons traité Regard sur Maurras aux éditions Apopsis, grâce à l'éditeur Marc-Laurent Turpin et le directeur de collection, frère Thierry. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup à tous les trois.